Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à cette session, première session, enfin deuxième si on compte la keynote, de Agile Tour Québec. Session où on va parler donc de dynamique d'équipe et d'excellence technique, en particulier dans le cadre du télétravail. L'objectif de cette présentation, pour moi, aujourd'hui, c'est que le clicker ne marche pas. Sinon, ça ne serait pas, évidemment pas drôle. Ou alors il s'est éteint. Voyons. Exact. Première conférence. Il faut le temps qu'il se réchauffe. En attendant, je peux quand même vous raconter l'objectif de la conférence. Donc l'objectif de cette conférence aujourd'hui, c'est que vous ressortiez de cette salle en ayant une meilleure compréhension des problématiques d'équipe qui sont récurrentes et surtout particulièrement exacerbées dans le cadre du télétravail. Et évidemment, pour certaines de ces problématiques, enfin toutes les problématiques que je vais vous présenter, c'est vous présenter des outils et des pratiques accessibles pour y remédier. Quand je dis accessible, voyez tout ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes avant tout comme une boîte à outils. C'est-à-dire que chaque contexte est différent, chaque équipe est différente, chaque projet est différent. On ne peut pas juste prendre des outils, prendre des techniques et les appliquer de manière dogmatique dans nos équipes. Ça ne va pas marcher du premier coup. Il faut être quand même pragmatique dans nos choix. Donc, voyez vraiment ce que je vais vous présenter comme c'est une boîte à outils dans laquelle vous allez piocher et vous allez pouvoir évidemment modifier selon votre contexte. Magnifique. Merci beaucoup. Et petit disclaimer, je vais évidemment donc parler du contexte du télétravail, mais je vais vraiment me concentrer aujourd'hui sur les équipes techniques et pas sur toute la stratégie de l'entreprise qui est mise en place pour attirer des talents ou pour assurer la rétention des employés quand l'entreprise est organisée dans un format de télétravail. On va vraiment se concentrer sur les équipes techniques et donc les équipes de développement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même prendre quelques secondes pour me présenter. Donc, je m'appelle Damien Beaufils, je suis développeur full stack depuis 17 ans environ, consultant depuis une douzaine d'années et j'occupe présentement le rôle de directeur de l'ingénierie chez Kumojin. Pour vous introduire mon sujet, je voulais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Jack. Jack est un développeur full stack, comme moi. Et Jack travaille depuis plusieurs années pour une compagnie qui s'appelle Acme Technologies. Compagnie fictive, bien entendu, personnage fictif également. Jack travaille pour Acme en télétravail complètement, à 99%. C'est-à-dire qu'à part quelques réunions trimestrielles ou quelques événements d'entreprise, il travaille de chez lui ou en fait de n'importe où ailleurs, et c'est le cas également pour tous ses collègues. Donc l'entreprise est structurée de cette manière-là. Jack a des horaires flexibles, il peut organiser sa semaine de travail quand il veut, comment il veut, et son salaire est dans la moyenne du marché du travail, c'est-à-dire qu'il n'est ni exorbitant, ni en dessous finalement de la moyenne du marché. Acme propose des avantages sociaux, somme toute très classiques, comme REER, assurance collective, de nombreux congés payés, et en plus, il a l'avantage de travailler quand même avec des technos papier, c'est-à-dire dernière version de React, dernière version de Node. Il ne travaille pas sur du bon vieux legacy d'il y a 15 ans en Java 1.5. Donc quand même, pas pire situation pour Jack. Sauf que voilà, un beau lundi matin de printemps, Jack prend rendez-vous avec la direction des ressources humaines et explique qu'il veut quitter. Il s'apprête à démissionner. Donc là, ça prend de court, la direction des ressources humaines, parce que Jack, comme j'ai dit, ça fait plusieurs années qu'il travaille pour Acme. Et en plus, c'est un bon élément, tout le monde est satisfait de son travail. Donc la DRH demande à Jack, mais est-ce que c'est parce que tu as reçu une offre d'emploi avec un salaire x2, ce qui serait tout à fait compréhensible finalement de vouloir quitter pour doubler son salaire, en tout cas pour plusieurs personnes, I guess. Et Jack explique que non, pas du tout. En fait, il a envie de quitter parce qu'il est tanné. Il est tanné de la compagnie, il est tanné de l'organisation des projets, il est tanné de la communication dans les équipes ou de la communication dans l'entreprise. Bref, la seule porte de sortie qu'il voit aujourd'hui, c'est quitter. Et donc, en fait, il fait un petit peu un appel à l'aide auprès de sa compagnie en disant qu'est-ce qu'on fait? Parce que s'il ne se passe rien, je m'en vais. Et là, Acme réfléchit et puis demande un 24-48 heures à Jack pour quand même réfléchir à cette situation à froid et puis lui proposer des choses.
Et donc, Acme revient auprès de Jack 24 heures après, en lui faisant une proposition. Et cette proposition, c'est le fait que Jack devienne le leader d'une transformation chez Acme Technologies, en l'occurrence sur un de ses projets, qui deviendrait un projet pilote. Donc, Jack travaille sur un projet avec plusieurs de ses collègues, et Jack serait responsable de cette transformation. Sauf que Jack, il n'a jamais fait ça. Ce n'est pas son métier, il est développeur full stack. Donc pour ça, Acme propose à Jack de se faire accompagner par une compagnie externe, en l'occurrence Sylvie, qui rejoindrait temporairement les rangs de Acme Technologies pour binomer finalement avec Jack dans l'objectif de cette transformation. Parce qu'au final, dont a peur Acme Technologies, c'est que non seulement si Jack s'en va, ça peut faire un syndrome de démission virale, parce que Jack, c'est probablement la partie visible de l'iceberg. Donc Jack réfléchit, il se dit, OK, on va prendre une chance, je vais me donner un 3 à 6 mois. Si ça marche, tant mieux, je reste. Si ça ne marche pas, anyway, je quitte. En tout cas, j'aurais sûrement appris des choses au passage. Donc Sylvie rejoint les rangs temporairement de Acme Technologies et commence à discuter avec Jack de tout ce qui ne va pas. Et ce que Sylvie explique à Jack, dans le fond, c'est que quand on veut améliorer un système, quel que soit le système, la base de la théorie des contraintes, c'est qu'il faut concentrer notre dépense de ressources sur nos contraintes principales. Parce que si on essaye d'améliorer des choses qui sont secondaires, ça n'aura aucun effet long terme sur l'amélioration de notre système. Et pour ce faire, dans le cadre du projet pilote dans lequel travaille Jack avec plusieurs de ses collègues, encore une fois en télétravail, Sylvie propose d'animer un atelier, dans le fond, pour récolter des données factuelles. Cet atelier, il peut prendre la forme d'une rétrospective globale ou d'un post-mortem. Là, ce que propose Sylvie pour cette équipe du projet pilote, c'est de le faire au format ligne du temps, donc c'est l'image que vous voyez à droite. Donc c'est un format de rétrospective où on va pouvoir retracer sur une échelle de temps assez grande, donc on parle de 3 mois, 6 mois, 1 an, les événements et les faits majeurs qui se sont passés durant la vie de ce projet. Et en parallèle, c'est ce que vous voyez dans la courbe en dessous, on retrace également les émotions de chacun des individus de l'équipe, qui sont encore présents évidemment. L'objectif de cet atelier-là, c'est de faire émerger les points saillants, les irritants principaux qui ont eu lieu dans les 6 derniers mois ou dans la dernière année. Et on peut le faire en conjecturant entre les faits et les émotions, les pics d'émotions positives ou négatives qui sont associés. Encore une fois, le but de tout ça, c'est cibler notre dépense de ressources adéquatement. Parce qu'on veut améliorer les choses principales. Donc Sylvie et Jack animent cet atelier auprès de l'équipe du projet pilote et en ressortent 5 problématiques majeures. Ces 5 problématiques, je vais vous les présenter une par une, et pour chacune d'elles, je vais vous présenter évidemment des outils et des pratiques pour tenter de remédier à la situation. Première problématique qui ressort de notre post-mortem, ce sont les dissonances dans la communication. Les symptômes principaux par l'équipe sont ceux-ci, donc une communication froide par les canaux tels que Slack, Teams, GitHub, via les pull requests, l'impression de déranger l'autre, ou de façon générale, on ne sait jamais quel est vraiment le meilleur moment pour écrire à une personne ou pour appeler une autre personne, parce que on ne sait pas vraiment si la personne elle est disponible ou pas. Des fois, elle s'affiche disponible, mais elle ne l'est pas. Le fait également qu'on ne se sente pas écouté dans l'équipe, ou même pas lu, c'est-à-dire qu'on écrit des fois des messages sur notre channel d'équipe, et puis on n'a pas l'impression que notre message a été lu, ou alors des fois on a un petit thumbs up en réaction à notre message, mais en vrai, ça ne veut rien dire. On ne sait pas si le message a été intégralement lu et surtout compris. Et enfin, il y a un ressenti général de manque d'empathie dans l'équipe, donc les gens n'ont pas conscience de ce que vivent les uns les autres. Pour lutter contre ça, ce que Sylvie propose de mettre en place, en tout cas d'exécuter, c'est un atelier pour apprendre à se connaître. Alors, apprendre à se connaître, ça peut paraître niaiseux, surtout pour une équipe qui travaille déjà ensemble. Sauf que, typiquement, quand on va être en télétravail, ça arrive des fois qu'on a des équipes, ça fait 3 mois, 6 mois qu'elles travaillent ensemble, et quand on demande à chacun des individus, c'est quoi les valeurs fondamentales de telle autre personne, ou c'est quoi le passe-temps de telle autre personne, on n'a pas de réponse. Parce que ces personnes-là travaillent ensemble dans un objectif professionnel commun, mais en fait, elles ne se connaissent pas en tant qu'individus. Elles se connaissent juste en tant que collègues. Et ça, c'est exacerbé par la situation en télétravail où on a tendance à être isolés les uns des autres, parfois sur des fuseaux horaires différents, parfois même avec des langues différentes, qui fait qu'on n'a pas ces moments qu'on aurait, mettons, autour d'une machine à café, où on aurait notre petit chit-chat de 2-3 minutes. Alors peut-être qu'on n'est pas intéressé à faire ce chit-chat, mais juste des fois, le fait d'entendre ce que d'autres personnes disent, on en apprend naturellement plus sur les autres
jour après jour, semaine après semaine. Donc, il faut un peu forcer le trait. Et pour ça, ça peut donc passer par un atelier qui peut prendre plusieurs formes. Ici, vous le voyez à droite, c'est un atelier au format blason qui peut se faire dans une rétrospective. Comment ça peut prendre, encore une fois, n'importe quelle forme. Le but, c'est connaître les valeurs et les compétences de chacun, mais également savoir quelles sont les conditions de chaque individu pour se sentir en sécurité psychologique. Alors la sécurité psychologique, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est le fait qu'on puisse se sentir vulnérable dans une équipe, aussi bien sur des aspects personnels que professionnels, et ceci sans avoir la crainte de représailles. C'est-à-dire, je me sentirais en sécurité psychologique dans mon équipe si je me sentirais à l'aise dans une rétrospective, par exemple, de dire que je me sens stressé par telle situation, ou que j'ai trop de charge de travail, et ceci sans avoir la crainte que ça me le soit reproché plus tard, ou dans une évaluation annuelle, mettons, ou à la fin du projet. Le but de cet atelier, c'est également savoir quels sont les indicateurs de stress de chaque personne, mais aussi quelles sont les meilleures façons de communiquer, parce qu'on est tous différents, on a tous nos préférences. Pour vous donner un exemple concret, j'ai déjà travaillé dans une équipe où, dans l'équipe, on avait une personne, quand elle était stressée, elle avait tendance à s'isoler. C'est-à-dire, elle met un casque sur les oreilles, elle écoute de la musique, elle ne répond à aucun message ou aucun appel parce qu'elle veut se concentrer sur la source du stress, le problème principal. Dans la même équipe, à l'opposé, on avait une autre personne qui, quand elle était stressée, elle avait besoin de ventiler, elle avait besoin de communiquer. Que ça soit par écrit ou par oral, elle avait besoin de partager finalement son stress, sa source de stress, c'était sa manière de composer avec, et de se sentir évidemment écouté et entendu, parce que sinon c'est frustrant. Sauf que vous imaginez ces deux personnes dans la même équipe, donc ces deux profils complètement opposés, s'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils fonctionnent l'un et l'autre, ça peut créer d'énormes tensions et d'énormes frustrations, parce qu'il y en a une qui essaye de communiquer, pendant que l'autre essaye d'être tranquille. Et alors si elles travaillent sur le même sujet, on s'entend, c'est horrible. C'est horrible à tel point que des fois, la communication, elle peut être brisée dans une équipe, entre deux personnes ou entre plusieurs personnes de l'équipe. Et des fois, il faut forcer le trait pour rétablir la communication. Et rétablir la communication, ça passe dans une équipe de développement, entre autres, par la revue de code. Alors pourquoi je parle de la revue de code? Et vous le voyez, j'ai écrit « ne pas s'arrêter à la pull request », parce que, bien souvent, à tort, on a tendance à faire une liaison directe en disant que pull request égale revue de code. Sauf qu'une pull request n'est pas une revue de code. Une pull request, c'est un moyen d'effectuer une revue de code, mais ça ne s'arrête pas à ça. Ce n'est pas juste la pull request, la revue de code. Et typiquement, quand on a une nouvelle personne qui rejoint une équipe, encore plus dans le contexte du télétravail, on n'a pas nos petits indicateurs paraverbaux pour savoir, on va dire, les émotions et interpréter le discours de certaines personnes. Quand une personne rejoint l'équipe ou que, par exemple, un junior est entouré de seniors, recevoir des retours de revue de code à travers une pull request, des fois, ça peut être intimidant, voire interprété de manière agressive, pour peu que les commentaires ont été écrits un peu de manière directe, pour ne pas dire brutale, même s'ils sont tout à fait justifiés, les 10 commentaires. Donc ce que Sylvie propose pour un peu reprendre le contrôle là-dessus et recréer du lien entre les gens, c'est de présenter oralement les retours de revue avant de soumettre la pull request. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si vous êtes sur GitHub, vous écrivez vos retours de review dans votre pull request comme vous faites d'habitude, sauf qu'avant de cliquer sur le petit bouton Submit, vous allez prendre quelques minutes avec la personne qui est l'auteur de cette pull request et lui expliquer chacun des commentaires que vous avez écrits. Le but, il est double. C'est déjà de faire une passe générale et d'être sûr que les choses ont été bien comprises et qu'il n'y a pas de mauvaise interprétation des commentaires, mais aussi c'est l'occasion d'en apprendre plus, de discuter, de s'assurer qu'on n'a pas loupé des informations et que finalement, l'ensemble des choses est clair aussi bien pour la personne qui émet la pull request que la personne qui a fait la review. De telle sorte que, quand vient le moment de recevoir la review de la pull request, la personne qui reçoit, il n'y a pas de surprise, c'est juste une checklist de choses à faire. Et donc, ça va permettre de créer du lien entre ces personnes. En parallèle de ça, ce qu'on peut faire également, c'est partager ou repartager les principes egoless programming, notamment le principe numéro 2 qui est « vous n'êtes pas votre code ». Les principes egoless programming, ce sont des fondements qui ont été écrits en 1971, donc il y a 53 ans. Et pourtant, c'est toujours d'actualité. Le principe numéro 2, en gros, ce que ça veut dire, c'est quand on critique le code, on ne critique pas la personne. Donc, ne pas prendre personnellement les choses. Ça paraît simple, évidemment, quand on le dit comme ça. Sauf que, il y a une différence fondamentale entre dire, par exemple, ton code ne marche pas et le code
ne marche pas. C'est juste un mot de différence. Et ce mot-là, ça peut changer fondamentalement la façon dont est interprété le message. D'un côté, on est plus sur une interprétation qui pourrait être de l'accusation, du pointage du doigt, en disant « ça ne marche pas, ce que tu as fait ». De l'autre côté, on est plus sur une observation factuelle. Donc c'est important de rappeler que juste un mot peut faire une énorme différence dans la communication entre deux personnes, encore plus quand on communique à travers des canaux froids, tels que, justement, Slack, Teams, whatever, GitHub, parce qu'on n'a pas la personne en face qui on peut analyser un petit peu les émotions et la situation. Deuxième problématique majeure qui est ressortie de notre atelier de post-mortem, ce sont les incompréhensions sur les livrables. Les symptômes qui sont ressortis de cette équipe-là, c'est qu'il y avait beaucoup de questions et beaucoup d'allers-retours quand il s'agissait de développer une fonctionnalité. Ce n'était jamais clair complètement. Beaucoup de retravail avant de livrer, c'est-à-dire qu'on pense avoir livré la fonctionnalité telle qui était prévue, et en fait, on a du rework à faire, et encore, et encore, et encore. Donc, on se retrouve à retravailler plusieurs fois avant d'avoir la livraison finale. Et malgré tout, ça arrive qu'à la fin de la livraison, ce qui est livré n'est pas exactement ce qui était attendu initialement. Donc ça, c'est, vous me direz, toutes les équipes de développement ont ces symptômes-là. Mais là, encore une fois, c'est le fait qu'on soit isolé et qu'on n'ait pas notre collègue qui soit product owner ou développeur juste à côté, un petit coup de coude en posant une question rapide parce qu'on voit qu'il n'est pas occupé ou alors il est mentalement disponible et qui peut répondre à notre question en littéralement moins de 10 secondes. En fait, comme on n'a pas ça, souvent on a tendance à vouloir ne pas déranger les autres en disant bon, c'est bon, en fait, je pense avoir la réponse. Donc, on part sur nos propres interprétations. Pour lutter contre ça, ce que Sylvie propose, c'est de faire un atelier 3 Amigos, c'est de mettre en place, ritualiser cet atelier 3 Amigos. Alors, peut-être que vous connaissez déjà l'atelier 3 Amigos, mais très brièvement, l'idée, c'est de réunir dans une seule et même rencontre 3 rôles. Un rôle plutôt orienté produit, tel que le product owner, un rôle plutôt orienté test, comme le QA, et un rôle orienté technique, comme un membre de l'équipe de développement. Ici, je parle bien de rôle et je ne parle pas de personne. C'est-à-dire que dans une petite équipe, on pourrait très bien avoir le rôle de PO et de QA qui serait porté par la même personne. Il y a plusieurs objectifs dans l'atelier 3 Amigos, notamment le premier qui est clarifier le besoin et les attentes des utilisateurs en avance de phase de vos ateliers de raffinement et d'anticiper les éventuelles limites techniques ou les enjeux techniques qu'il pourrait y avoir. Exemple, si l'utilisateur souhaiterait une fonctionnalité de undo-redo dans son application, peut-être que le développeur ou même le testeur pourrait dire c'est quand même compliqué, est-ce qu'on pourrait tout de suite réfléchir à une solution alternative qui répondrait quand même aux besoins de l'utilisateur. Mais surtout, l'atelier 3 Amigos, l'objectif principal, c'est de co-construire des critères d'acceptation ensemble. Donc les 3 rôles. Qu'est-ce que c'est qu'un critère d'acceptation? C'est le fait de décrire des phrases, donc des critères qui vont permettre de déterminer qu'une fonctionnalité ou qu'une tâche, elle est terminée, mais terminée sur tous les volets. Aussi bien sur le volet technique parce qu'on a implémenté les bonnes choses, sur le volet recettes parce qu'on va pouvoir s'en servir pour faire nos tests de QA, qu'ils soient manuels ou automatisés, mais également sur l'aspect produit parce qu'on va s'assurer réellement du périmètre de notre fonctionnalité. Et on va éviter le coup de « Ah moi je pensais que cette user story elle couvrait tel aspect, tel aspect ». Non, elle va couvrir les critères d'acceptation qui ont été listés, ni plus ni moins. Ces critères d'acceptation, évidemment, il faut qu'ils soient notés quelque part. Ça peut être dans un outil tel que Jira. J'imagine que vous connaissez Jira. Parce que si on se les dit juste par oral, même si c'est extrêmement clair, nos souvenirs, à tous, ils s'altèrent avec le temps. Et c'est complètement normal. Donc il faut prendre le réflexe, et particulièrement dans le cadre du télétravail, de toujours noter, noter, noter et noter. Parce que quand on discute de quelque chose qui est même, encore une fois, super simple, super clair, il arrive que 4 semaines après, 5 semaines après, quand on vient le moment réellement de travailler sur notre affaire dont on a discuté, on a déjà perdu ou altéré 5 à 10% de l'information. Mais ce n'est pas juste nous, c'est aussi toutes les personnes qui étaient présentes dans la rencontre. Qui fait que, quand vient le moment de confronter les événements, en fait, on a tous une version légèrement différente. Et donc, ça crée de la frustration, de l'incompréhension, de la perte de temps. Donc, c'est super important de ne laisser aucune place à l'interprétation en rendant explicite tout ce qui est implicite. Et pour ça, il faut le faire dans un outil adapté qui sait gérer correctement, par exemple, des commentaires et des suggestions. L'anti-pattern de ça, c'est Slack. Slack, par défaut, à moins que vous ayez un plugin qui soit installé,
c'est pas du tout fait pour écrire des comptes rendus. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un qui va écrire ses petits bullet points dans un channel d'équipe, très bien. Il va l'envoyer, super. Et puis après, s'il y a des personnes qui ont envie de faire des commentaires ou des corrections dans le compte rendu initial ou des ajouts, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle va juste faire un commentaire sur le message initial. Donc ça va créer un thread. Donc là, il n'y a que deux options possibles pour avoir la source de vérité. C'est que soit il faut lire le commentaire principal et ensuite lire tous les commentaires secondaires pour avoir compilé la vérité dans notre tête. Ou alors il faut que la personne initiale, à chaque fois, elle pense à traiter chacun des commentaires en éditant son message initial. Bref, c'est la plaie, c'est l'enfer, et donc si c'est compliqué, on ne va pas le faire. Donc pour ça, il faut utiliser des outils tels que Google Doc, Notion, c'est les deux qui me viennent en tête. Il y en a évidemment plein d'autres, mais en tout cas, où que ça soit facile de faire des commentaires, taguer des gens, de proposer des suggestions, que ça soit facile à appliquer, et donc finalement que ça soit fluide, la communication écrite. Ce que vous pouvez faire également, c'est prendre le réflexe de requérir la relecture d'un pair, donc une autre personne qui était présente à la rencontre. Donc je ne parle pas de, si vous avez une rencontre avec 10 personnes, d'aller chercher la validation des 9 autres, c'est pas ça. C'est plus aller confronter ce qu'on vient d'écrire avec au moins une autre personne du groupe pour s'assurer simplement qu'on n'a pas loupé des informations importantes. Le risque zéro n'existe pas, mais on réduit drastiquement finalement le risque d'une erreur ou d'un oubli. Et si vous vous dites « j'ai absolument pas le temps parce que ma semaine de travail elle est déjà surchargée, je ne peux pas écrire tous ces comptes rendus », dites-vous que plus ils sont longs à écrire, plus ils valent la peine d'être écrits. Parce que plus ils sont longs à écrire, ça veut dire que plus vous avez discuté soit de sujets complexes, soit de nombreux sujets dans votre rencontre. Donc raison de plus d'écrire, alors on ne parle pas d'écrire un roman, mais juste des petits bullet points, pour simplement remettre l'essentiel, les faits essentiels, et le partager à l'ensemble de l'équipe, et qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation plus tard, des semaines après ou des mois après. Troisième problématique principale que notre équipe a connue, c'est le manque de cohérence technique. Les symptômes qui en ressortent quand on pose la question à l'équipe, c'est que des fois, il y a des choix techniques structurants qui ont été pris sans en informer toute l'équipe. En l'occurrence, un exemple dans cette équipe, c'est qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui a voulu gérer des dates et qui a ajouté une librairie dans le code pour gérer des dates. Sauf que cette personne n'avait pas fait attention qu'il y avait déjà une librairie quelque part dans un coin obscur de l'application qui gérait des dates. Alors on pourrait se dire c'est pas si grave, peut-être que la librairie initiale ne répondait pas aux besoins, sauf que on a une hétérogénéité finalement dans notre code et que ça aurait pu être discuté avant. Le nommage également qui n'est pas homogène, des personnes appellent différemment des choses ou alors il y a la même notion fonctionnelle à plusieurs noms différents. Exemple, un utilisateur dans notre application, selon le contexte, même si c'est le même domaine fonctionnel et selon la personne qui l'a écrit et le moment, des fois ça s'appelle user, des fois ça s'appelle client, des fois ça s'appelle person, mais on ne sait pas vraiment quelle est la vérité, quel est le bon, est-ce qu'il faudrait tout refactorer, peut-être qu'est-ce qu'il faut laisser différent. Bref, ce n'est pas homogène. Et de façon générale, on sait reconnaître qui a écrit le code en un coup d'œil, donc ça montre qu'il n'y a pas de propriété collective du code, mais qu'il y a certaines parties qui sont gérées uniquement par une et une seule personne. Ce qu'on peut mettre en place pour corriger cette situation, c'est de faire un kick-off avant chaque user story. Alors, ça c'est Sylvie qui propose ça, de faire ce kick-off-là avant chaque user story. Moi, je vous propose d'être un peu plus pragmatique. C'est-à-dire que si, par exemple, vous estimez en complexité fonctionnelle, mettons que vos stories à un point où c'est juste changer un label, ça ne vaut peut-être pas l'effort quand même de faire ce kick-off-là. Mais vous avez peut-être un seuil à partir duquel ça devient pertinent. Mettons 2 points, 3 points, 5 points. Bref, ça dépend de votre équipe, ça dépend de votre projet, ça dépend de comment vous estimez aussi. Ceci étant dit, ça n'enlève rien à la proposition de Sylvie, qui est donc ce kick-off, l'objectif, c'est de prendre au moins une autre personne de l'équipe et simplement, en quelques minutes, on ne parle pas de faire un atelier, encore une fois, de 1 heure ou 2 heures, quelques minutes, relire à deux, alors si vous êtes plus que deux, c'est encore mieux, mais à deux, les attendus fonctionnels et techniques dans la tâche ou dans la user story. L'objectif de ça, il est double, c'est s'assurer qu'on a bien compris la même chose sur ce qui était à faire, mais aussi de s'assurer qu'il n'y a pas des informations qui ont été oubliées d'être notées. Parce que ça vous est sûrement déjà arrivé de commencer à travailler sur quelque chose et puis ce n'était pas complètement à jour. On avait discuté un moment de quelque chose, mais ça n'a pas été rajouté dans notre tâche. Et ça, c'est encore une fois particulièrement exacerbé dans le contexte du télétravail parce qu'on n'a pas notre collègue product owner, QA ou dev qui est à côté, à qui on peut juste comme tourner l'écran en disant « Hey, il n'y avait pas quelque chose qu'on avait discuté ?»
parce qu'on n'ose pas déranger les personnes, parce qu'on ne sait pas si elles sont occupées ou pas. Donc on se dit, bon, bah, ce qui est écrit dans notre tâche, c'est sûrement la vérité, et puis voilà. Donc le fait d'aller chercher une autre personne, ça va lui permettre de lutter contre ça, mais ça va être aussi l'occasion de discuter de la stratégie technique. Quand je parle de stratégie technique, je ne parle pas de faire des schémas sur Miro, d'architecture ou des spécifications techniques détaillées, ce n'est pas du tout ça. C'est par exemple juste oralement dire, bon, bah, je pense que pour faire cette fonctionnalité, j'aurais besoin d'un nouveau endpoint qui appellerait tel et tel service et qui me renverrait telle donnée. C'est juste pour s'assurer que l'autre personne qu'on a avec nous dans cette rencontre, elle est bien alignée là-dessus et qu'on ne va pas avoir de mauvaise surprise le moment où la pull request va être ouverte parce qu'il va y avoir des choix techniques qui vont être perpendiculaires à ce que l'autre personne pensait faire. Et enfin, si vous prenez des hypothèses, qu'elles soient techniques ou fonctionnelles, évidemment, pensez à les noter. C'est ce qu'on disait tantôt. Donc juste des fois des commentaires dans votre Jira, ça fait la job, mais pensez à les noter parce que ça va servir plus tard aussi bien pour l'équipe technique que pour l'équipe produit. Ce que vous pouvez faire également, c'est, en parallèle de ça, décrire vos choix techniques structurants. Ça peut se faire par le système des Architecture Decision Record, ou ADR, pour faire plus simple. Un ADR, grosso modo, c'est un simple document. Souvent, c'est du Markdown qui va être commité à côté de notre code, finalement, dans notre repository, et qui va contenir 4 éléments principaux. Le contexte, la décision, le statut et les conséquences. L'objectif d'une ADR, c'est vraiment d'écrire les choix techniques les plus structurants, ceux que l'équipe a besoin de connaître et on a besoin que ça soit clair pour tout le monde, pour l'équipe actuelle, mais aussi pour toutes les personnes futures. Pour vous donner un exemple concret, ça peut être on a décidé d'utiliser telle librairie, tel client HTTP obscur qui n'est pas du tout standard parce qu'on avait un besoin très très précis à répondre dans notre produit. Ou alors ça peut être l'équipe a décidé d'utiliser le pattern de la clean architecture, donc d'organiser ses packages différemment, parce que y a sûrement une problématique qu'on veut résoudre ou un besoin technique qu'on veut résoudre. Donc ces choix-là, comme c'est extrêmement important, on peut les décrire via ces structures-là. L'idée, c'est d'écrire c'est quoi le problème qu'on essaye de résoudre, qu'est-ce qu'on a choisi de faire, est-ce que cette ADR a été acceptée, rejetée, dépréciée, parce que ça peut évoluer avec le temps, et enfin, c'est quoi les conséquences, donc qu'est-ce qui va changer dans notre façon de faire une fois que ça va être implémenté. L'objectif de compiler ces ADR au travers le temps, c'est pouvoir faire de l'archéologie plus tard. Parce que ça vous est peut-être déjà arrivé, à un moment donné, d'arriver sur un projet, d'arriver sur du code qui est déjà existant depuis plusieurs années, et vous ouvrez un fichier ou une classe, et vous vous dites « what the fuck ?» Genre, pourquoi ? Pourquoi ça a été écrit de cette manière-là ? C'est pas standard du tout. Si c'était à refaire, il faudrait complètement tout refaire différemment. C'est n'importe quoi. Et vous avez certainement raison qu'il faudrait tout refaire, mais vous vous dites ça aussi parce que vous n'avez pas l'information, vous n'avez pas le contexte. Et probablement, dans la majorité des cas, la façon dont ça a été écrit, à l'époque où ça a été écrit, c'était probablement la meilleure façon possible en fonction du contexte de l'équipe à ce moment-là. Sauf que vous n'avez plus cette information et évidemment, les équipes tournent. Donc vous n'avez même plus personne dans l'équipe qui était là historiquement pour vous en parler. Donc les ADR sont là pour lutter contre ça. Vous pouvez également mettre en place un glossaire qui va contenir les acronymes qui sont utilisés dans le code. C'est toujours utile, notamment pour une personne qui rejoint l'équipe, mais aussi les synonymes, tels que l'exemple que j'ai cité tantôt avec l'utilisateur qui s'appelle à la fois user, client et person. Tout ça, encore une fois, c'est pour s'éviter de l'effort mental et avoir une source de vérité quelque part. Avant-dernière problématique de notre projet pilote, l'accumulation de dettes techniques. Alors, qu'une équipe technique ait de la dette technique, c'est tout à fait normal. Toutes les équipes techniques ont de la dette technique. Par contre, la laisser s'accumuler et perdre le contrôle dessus, c'est là le vrai problème. Et ça, c'est particulièrement, encore une fois, exacerbé dans notre contexte du télétravail, où on n'a pas nos collègues qui sont des fois juste à côté, à qui on peut poser des questions vite, et donc on va, encore une fois, prendre des hypothèses tout seul dans notre coin parce que on se dit qu'on a raison ou alors qu'on ne va pas déranger notre collègue qui est peut-être occupé à faire autre chose. Donc les symptômes dans cette équipe, c'est que les sprints s'enchaînent sans prise de recul. La tête dans le guidon, on développe des nouvelles fonctionnalités, encore et encore, on fait des bug fixes, mais à aucun moment on lève les mains du clavier et on regarde pour avoir une vision globale sur notre architecture et se poser des questions d'ordre général. On a des sprints également à faire que du bug fix.
Donc, on s'entend entre nous, c'est un peu à l'opposé de l'agilité, hein, parce que l'agilité, c'est l'ajout constant de valeur. Et donc, corriger juste des bugs dans des sprints, bah, on n'ajoute pas de valeur en tant que tel. Du refactoring en mode tunnel. Donc ça, c'est l'exemple typique de « ouais, ça devrait me prendre 2-3 heures ». Et puis, 3 jours plus tard, on y est encore, il y a 1200 fichiers modifiés, 25 000 lignes supprimées. Impossible de faire la review de ça, et on est parti dans les méandres obscurs, on a tiré la pelote de laine, bref, c'était n'importe quoi. Quand on demande à l'équipe technique qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans le code, l'équipe technique dit tout à améliorer. Et quand on demande par quoi on commence, chaque personne a une réponse différente. Donc on ne sait pas quelle est la priorité. Et enfin, on a des tâches techniques qui traînent dans le backlog. Alors c'est bien, hein, déjà, on a des tâches techniques. Sauf que ces tâches techniques, des fois, ça fait 3 ans qu'elles sont dans le backlog. Elles sont tout au fond du backlog et elles n'ont strictement plus aucun sens. C'était mettre à jour Angular en version 7, genre. Bref. Donc pour lutter contre ça, pour remédier à cette situation, ce que Sylvie propose de mettre en place, c'est de ritualiser les échanges techniques. Et ça peut se faire via la mise en place d'une rétrospective technique. Alors, appelons ça comme on veut. Moi, j'appelle ça rétrospective technique. Sylvie appelle ça rétrospective technique. Il y en a qui appellent ça des comités techniques, d'autres des exchanges. Bref, l'important, ce n'est pas le nom, c'est le contenu et le rythme. Ce rituel, alors pourquoi je dis rituel? Parce que c'est quelque chose de récurrent. C'est par exemple, une fois par sprint, on sait que un jeudi sur deux, de 11h à midi, c'est notre rétrospective technique. Et l'invitation, elle est dans le calendrier de tout le monde pendant les prochaines années à venir. Ce temps, il est réservé. Et les personnes qui sont ciblées par cette rencontre sont l'équipe technique uniquement. Le but de cette rencontre, c'est ensemble discuter, faire émerger des standards de code, parce qu'on va échanger sur certaines parties du code et c'est l'occasion de se mettre d'accord, mais aussi d'identifier, de raffiner collectivement des tâches techniques. Donc, on va créer et alimenter notre backlog de tâches techniques d'amélioration. Mais c'est aussi l'occasion de prioriser. Sauf que prioriser des tâches techniques, parfois, c'est compliqué. C'est un peu comme des bugs, dans le sens où on ne sait pas exactement combien de temps ça va nous prendre. On sait que ça va nous apporter de la valeur, mais c'est difficile à estimer. Est-ce que l'effort il est d'une demi-journée à une journée, 2 jours? Et on peut avoir aussi des mauvaises surprises. Donc plutôt que d'estimer juste au bas dans notre backlog, ce qu'on vous propose, c'est d'estimer en utilisant une matrice, de prioriser en utilisant une matrice impact versus effort. Donc c'est l'image que vous voyez à droite. L'idée, c'est d'avoir l'effort à l'horizontale, l'impact ici à la verticale, donc la valeur ajoutée. Et on va répartir nos tâches techniques finalement là-dessus. Alors ça peut très bien se faire dans un Miro ou autre. Et on va évidemment se concentrer sur les deux parties du haut qui sont nos gains rapides, les quick wins et les projets majeurs. Les quick wins, c'est ce que vous allez faire quand vous allez avoir un peu de temps de loose. Donc quand on dit quick win, on parle de moins d'une demi-journée ou moins de 2 heures même. Et les projets majeurs, c'est des choses qui doivent être priorisées. Des fois, c'est des chantiers aussi très importants, donc qui vont faire partie de la roadmap également du projet ou du produit. Mais pour ça, il faut évidemment que l'équipe ait le temps de les faire. Alors, nuance, je retire ce que j'ai dit. Il ne faut pas que l'équipe ait le temps, parce qu'on a tous le temps. Il faut que l'équipe prenne le temps de s'améliorer. Et prendre le temps de s'améliorer, ça passe déjà par le sprint planning, si vous êtes en Scrum, mais de façon générale, quand vous allez identifier les prochains sujets sur lesquels vous allez travailler. Et c'est la responsabilité de l'équipe de développement, et en particulier du tech lead, s'il y a un tech lead dans l'équipe, de se battre virtuellement, de se battre pour sa paroisse et d'aller chercher la priorisation de ces tâches techniques au même titre que des fonctionnalités et des bug fixes. Parce que l'équipe produit voudra toujours des nouvelles fonctionnalités ou toujours des bug fixes, et c'est 100% normal. Donc c'est à nous, en tant qu'équipe technique, aussi d'avoir le bon discours adapté et de prioriser de la bonne façon. Mais pour ça, il faut aussi que l'équipe ait une capacité d'équipe qui puisse accueillir ces tâches d'amélioration. L'erreur qu'on fait parfois, c'est d'avoir une capacité d'équipe à 100%. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous avez, par exemple, une équipe de 5 personnes, et vous avez des sprints de 2 semaines, donc 10 jours ouvrés, ça vous fait des sprints de 50 jours personne. Et des fois, à tort, on a tendance à charger le plus possible l'équipe technique pour qu'elle soit bien occupée. Donc on va charger le maximum de fonctionnalités, le maximum de bug fixes pour bien occuper ces 50 jours personne, pour à la fin avoir une belle démo avec plein de choses à présenter. Sauf que si on fait ça, on laisse aucune place aux imprévus. Et les imprévus, ça peut être par exemple
quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui doit s'absenter de manière urgente pour des raisons personnelles, un incident de production qui nous ralentit tous, ou même, encore plus simplement, une fonctionnalité qui était, on a une mauvaise surprise dans l'implémentation, c'est beaucoup plus de temps, ou alors un bug fixe qui prend beaucoup plus de temps à corriger. Sauf que quand on est dans cette situation, il n'y a que deux sorties, deux issues possibles. Soit l'équipe n'arrive pas à livrer ce qu'elle pensait pouvoir livrer, et donc c'est quoi? C'est l'équipe produit finalement ou le client à la fin qui va être déçu. Soit l'équipe fait de l'overtime pour essayer de tout faire. Et dans ces cas-là, ce n'est pas soutenable sur le long terme. Donc il faut se laisser du loose. Il faut se prendre une capacité d'équipe qui est inférieure à 100%. Si vous ne savez pas par quoi commencer, commencez avec 80%. Pourquoi 80%? C'est un peu arbitraire, c'est un petit peu la loi de Pareto aussi. C'est aussi une manière de dire, faut tester des valeurs et on va itérer, sprint après sprint, et rétrospective après rétrospective, on va ajuster, est-ce que c'était trop, est-ce que c'était pas assez. Et l'idée, c'est de trouver notre capacité optimale par rapport à notre contexte. Il y a des équipes qui ont besoin de 10% de loose. D'autres équipes ont besoin de 30% de loose. Ce n'est pas parce qu'il y a une équipe qui est meilleure qu'une autre, c'est parce qu'elles sont dans des contextes complètement différents. Ça n'a rien à voir d'être, par exemple, de travailler sur du code legacy d'il y a 15 ans avec une production à gérer obscure et des imprévus toutes les semaines, que de travailler sur un projet, ça ne fait même pas 3 mois qu'il est démarré. Donc, prenez le temps et testez des valeurs pour définir votre capacité d'équipe. Dernière problématique majeure qui est ressortie de notre post-mortem animé par Jack et Sylvie dans ce projet pilote, c'est la faible progression des individus. Donc encore une fois, parce qu'on est isolés les uns des autres, on est sur des fuseaux horaires différents, des langues différentes, on a tendance à rester un peu tout seul dans notre coin et faire notre job, et ça s'arrête pas mal là. Les symptômes qui en ressortent dans cette équipe, c'est la faible propriété collective du code, on l'a vu tantôt, avec du code qui est parfois pris en otage. Alors quand je dis pris en otage, ce n'est pas nécessairement malveillant, quoique c'est déjà arrivé dans le passé, mais c'est plus qu'il y a certaines parties du code qui sont maîtrisées par une seule personne. Et donc quand cette personne n'est pas là, on est complètement bloqué. Ou alors ça nous prend littéralement 10 fois plus de temps pour corriger le moindre bug, alors que la personne en question, elle aurait trouvé le bug immédiatement. De façon plus générale, il y a des syndromes d'ennui, de manque de motivation, peu d'évolution dans les façons de faire, les gens n'ont juste pas le goût de se lever le matin pour travailler sur ce projet-là. Et en fait, je l'ai dit, chacun travaille dans son coin. Bref, on travaille ensemble dans un objectif professionnel commun, mais ça s'arrête là. On n'a pas vraiment de fun ensemble. Ce qu'on peut faire pour corriger cette situation, c'est de ritualiser l'apprentissage collectif dans nos équipes, et en l'occurrence dans cette équipe-là. Ça peut passer par plusieurs canaux. Ça peut être des sessions de présentation internes, régulières. Typiquement, toutes les 2 semaines. Alors, je ne parle pas de faire des sessions telles que des conférences comme aujourd'hui, je parle plutôt de 15 minutes, 30 minutes, où chacun va pouvoir présenter un petit sujet. Ça peut être les nouveautés de tel outil, un article de blog, une vidéo qu'on a découvert sur YouTube. Bref, des choses qui vont permettre de partager du savoir dans l'équipe, mais encore une fois, que ça soit idéalement ritualisé, c'est qu'on ait toujours ce petit moment qui soit réservé dans notre agenda et qui soit privilégié. Parce que si ce n'est pas réservé dans les agendas, c'est certain qu'il va sauter à chaque fois, parce qu'on a toujours d'autres priorités. Donc c'est important que ça soit réservé pour l'ensemble de l'équipe technique. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de personnes que l'équipe technique, c'est encore mieux. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'organiser des sessions de revue de code collective. Alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'une personne présente du nouveau code, ou alors du code existant, à l'ensemble de l'équipe. L'objectif, il est double. Il est à la fois de transmettre du savoir sur comment fonctionne le code, mais aussi de récolter les feedbacks de l'ensemble de l'équipe pour améliorer collectivement ce morceau de code-là. Et typiquement, on va faire ce genre d'exercice avec du code qui est un peu complexe ou difficilement maintenable ou critique dans notre application. On a besoin qu'il y ait au moins 2 personnes ou 3 personnes qui maîtrisent ce sujet-là et pas que tout repose sur les épaules d'une seule personne. Ce que vous pouvez faire également, c'est pratiquer pair programming. Alors, c'est très facile, entre guillemets, de pratiquer pair programming quand on est en présentiel, parce que finalement, on se met tous les deux derrière un écran, derrière un clavier,
Il y en a un qui code, il y en a un qui observe et qui donne ses commentaires, et on alterne. Et on ne va pas, pendant que l'autre personne travaille littéralement à 20 cm de nous, on ne va pas être avec notre cell ou en train de regarder nos courriels ou nos notifications Slack, parce que ce n'est pas respectueux. Sauf que ça nous est tous arrivé, et à moi le premier, que quand on est en télétravail, il y a quelqu'un qui partage son écran, on reçoit une notification, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas envie de regarder, mais on regarde. Donc, on se déconcentre et on perd le fil. Et au-delà du fait que ce n'est pas non plus respectueux pour la personne qui est de l'autre côté, qui ne sait pas ce qui est en train de se passer, c'est que même on perd en fluidité et en concentration parce que c'est du context switching à chaque fois. Donc, on perd des micro-moments de concentration. Donc, il faut être un peu plus comme discipliné ou avoir plus de rigueur quand on va faire du pair programming en télétravail. Donc pour ça, vous pouvez utiliser déjà un système de minuterie. C'est typiquement toutes les 7 ou 8 minutes, vous avez une minuterie qui vous dit « OK, on tourne ». Donc il y en a un qui arrête son partage d'écran et l'autre qui reprend. Sauf que même dans ces cas-là, des fois, ce n'est pas très fluide. Parce que il faut qu'il y en ait un qui pousse le code, l'autre qui arrête son partage, l'autre qui reprenne. « Ah, j'ai oublié d'autoriser la dernière version de Slack sur Mac pour autoriser le partage d'écran ». Bref, on perd à chaque fois 1 minute, 2 minutes. Et si ce n'est pas fluide, on se déconcentre parce que l'autre personne va faire autre chose. Et ce n'est pas intéressant, et finalement, on n'a pas de fun et on perd du temps. Donc, il faut choisir aussi des outils appropriés par rapport à votre équipe technique et par rapport à votre projet. Pour vous donner un exemple concret, alors, je n'ai aucune action chez JetBrains, c'est juste que j'utilise cette plateforme et j'aime beaucoup cette plateforme. Et pour vous donner cet exemple-là, c'est l'image que vous voyez à droite. JetBrains, dans leurs éditeurs de développement, ils ont un plugin qui s'appelle Code With Me. L'idée de ce plugin, c'est d'avoir tout embarqué dans un seul outil qui est l'outil de développement, utilisé par l'équipe de développement. Donc on va avoir la visio, on va avoir le son, on va avoir les curseurs de chaque personne. Et donc, quand on va faire du pair programming, ou même mieux, du mob programming, on n'a pas besoin d'arrêter du partage d'écran ou de changer comité ou quoi que ce soit. C'est tout le monde travaille sur le même code exactement en même temps. Donc évidemment, il ne faut pas tous écrire en même temps, sinon ça devient compliqué à suivre. Mais quand vient le moment de tourner entre la personne qui écrit et la personne qui observe, il y a quoi? Il y a 2 secondes de latence, si j'ose dire. Il y a une personne qui lève les mains du clavier et l'autre personne qui pose les mains sur le clavier et qui peut reprendre exactement là où le curseur de l'autre personne s'est arrêté. Donc on est dans une expérience fluide, efficace. Et quand c'est fluide et efficace, en fait, ça permet d'avoir du fun tous ensemble et donc de créer aussi des liens tous ensemble en tant qu'équipe. Et donc ça va permettre aussi de créer finalement ce sentiment d'appartenance à l'équipe, parce qu'on n'est pas juste en train de livrer des fonctionnalités, on est en train de réellement travailler ensemble et d'avoir du fun ensemble, même si on est répartis un peu partout. J'arrive au bout de ma présentation. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour le clicker? Qu'est-ce qui s'est passé pour Jack et Sylvie? Jack et Sylvie, les différents outils et pratiques que je vous ai présentés ont été mis en place dans l'équipe du projet pilote. Et ça a été un succès. Alors, non sans mal, parce que ça s'est échelonné sur plusieurs mois. Évidemment, il y a toujours de la conduite du changement à faire dans ces cas-là, et il y a toujours des obstacles, mais ça a réussi à se mettre en place, et donc le projet pilote a été un succès pour Acme Technologies. Parfait. Sylvie, elle était juste en mandat externe. Elle était juste en mandat externe, donc elle est repartie de son côté. Et Jack, lui, félicitations à lui, a été promu en tant que coach technique transverse, donc faire finalement ce qu'a fait Sylvie pour le projet pilote, mais cette fois-ci, c'est pour le faire pour tous les projets de Acme Technologies. Donc Jack a décidé de rester. En guise de conclusion, si vous avez juste 3 choses à retenir de tout ce que je vous raconte depuis ces 43 dernières minutes, ce sont celles-ci. Première chose, c'est rendre explicite l'implicite, particulièrement, encore une fois, dans une équipe qui est organisée en télétravail. Ça passe par apprendre à se connaître en tant qu'équipe. Ça peut aussi passer par la mise en place d'un atelier 3 amigos qui permet de co-construire des critères d'acceptation ensemble et d'éviter des incompréhensions. Ça peut passer par l'écriture de Architecture Decision Records, donc les ADR, pour décrire vos choix techniques structurants et les compiler dans votre application, et évidemment prendre toujours le réflexe de toujours noter, noter et encore noter. Ce que vous pouvez faire également, c'est ritualiser les échanges techniques dans votre équipe de développement. Vous pouvez mettre en place un système de rétrospective technique, donc en plus de votre rétrospective d'équipe standard.
qui va vous servir, entre autres, à prioriser votre dette technique et que vous pouvez prioriser en utilisant la matrice impact versus effort. Vous pouvez également mettre en place un système de kick-off de story pour éviter d'avoir des mauvaises surprises et être sûr qu'on part dans la bonne direction, qu'elle soit technique ou fonctionnelle. Et enfin, pour faire tout ça, c'est extrêmement important de favoriser la progression collective de l'équipe et ça passe par réserver du temps pour sécuriser l'apprentissage collectif de l'équipe. Donc pour ça, il faut une capacité d'équipe qui soit aussi dédiée et qui est capable de, justement d'accueillir nos tâches d'amélioration et la formation et la progression de l'équipe. Donc n'ayez pas une capacité remplie à 100%, ça ne peut pas fonctionner. Et enfin, comme on est en télétravail, c'est extrêmement important de bien s'outiller pour correctement pratiquer ensemble. L'objectif, c'est que l'expérience des gens, elle soit la plus fluide et la plus simple possible, parce que s'il y a quelque chose qui est compliqué à faire à un moment donné, vous pouvez être sûr qu'on va arrêter de la faire, parce que ça nous emmerde. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible si vous avez des questions.